Bonsoir à tous et bienvenue. Le président ivoirien a pris part cet après-midi en France à l'ouverture du Forum des marchés émergents. Alassane Ouattara a fait une communication sur les crises et l'économie africaine. Nous irons à Paris dans ce journal. Dans cette édition, nous nous rendrons aussi à Issia, dans le centre-ouest du pays, précisément à Labia Zubia, un village qui enregistre l'irruption insolite d'un éléphant surnommé Le Gros, lequel trouble ces derniers jours le sommeil des habitants. L'animal a notamment tué sur son passage un paysan, détruit des champs et des vivres des villageois. Et puis à l'étranger, les autorités maliennes ont annoncé le retrait du Mali de l'organisation régionale G5 Sahel et de sa force militaire antiterroriste. Ce retrait est une protestation au refus des pays membres du G5 Sahel à accorder la présidente de l'organisation au Mali. Je vous l'annonçais à l'instant, le président ivoirien est en France depuis vendredi. Alassane Ouattara a pris part aujourd'hui à l'ouverture du Forum des marchés émergents cet après-midi même à Paris. Le chef de l'État a fait une communication sur les crises et l'économie africaine. Les précisions de Pierre Dipomelin. Paris, capitale française ce lundi. Au pied de la Banque de France, le président ivoirien Alassane Ouattara est accueilli par son ancien patron du FMI, Fonds monétaire international, Michel Camdessus, dans une ambiance de retrouvailles. Je vais saluer mon patron Mon patron est mon grand frère. Qu'est-ce qui te prend? Le chef de l'État ivoirien prend part à la 6e édition du Forum des marchés émergents, grand rendez-vous d'affaires des sommités du monde de la finance et de l'économie. Le président ivoirien fait partie de la shortlist de la vingtaine d'experts invités. Participant au panel, le président Ouattara a pendant 30 minutes fait une communication sur les crises sanitaires et politiques à l'échelle mondiale et leurs impacts sur l'économie africaine. Il est revenu sur la réactivité de la Côte d'Ivoire face à la Covid et la guerre en Ukraine. Je leur ai expliqué la situation du continent qui a été frappé par cette double crise. En ce qui concerne la Covid, j'ai expliqué que la Côte d'Ivoire s'en est bien tirée parce que cette crise a été bien gérée dès le début. En ce qui concerne les conséquences de la crise de l'Ukraine, j'ai indiqué que ces conséquences étaient sur les produits alimentaires, sur le carburant, bien sûr sur les engrais et aussi sur les finances. Et que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie qui permet de contenir les conséquences sur les prix. Nous avons moins d'inflation qu'ailleurs, nous avons moins de déficit qu'ailleurs, mais j'ai surtout insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'apporter un appui beaucoup plus important, que ce soit le Fonds monétaire avec les DTS, que ce soit la Banque mondiale avec l'IDA, que ce soit le groupe des 20 avec des soutiens beaucoup plus conséquents, mais également que nos pays doivent continuer de bien gérer nos économies et de faire en sorte que la croissance reprenne pour réduire la pauvreté et améliorer la situation des populations. Débutée ce lundi, la 6e édition du marché des forums émergents prend fin, demain mardi, 17 mai. De retour en Côte d'Ivoire, on s'intéresse à cette pratique agricole développée pour pallier le manque de terre. Gros plan donc sur la culture hors sol. Pour ainsi désigner ce système qui utilise des supports autres que la terre, contrairement au plein sol. Elle permet de produire en grande quantité sur un espace réduit. Si toutes les conditions sont réunies pour la pratique en Côte d'Ivoire, le système reste encore peu utilisé par les producteurs. Des particuliers et producteurs qui s'y adonnent déjà ont ouvert leurs portes à l'une de nos équipes de reportage, les avantages et enjeux de la pratique du hors-sol en Côte d'Ivoire. Un reportage de Nadia Eja, Fulgence Kissiedou et Eric Kimon. Ces tomates à maturité ne sont pas produites dans un champ, mais bien dans le potager domestique hors-sol, dans Atta Coulibaly. Cadre de banque à la retraite, elle a trouvé dans le jardinage une reconversion, mais surtout une passion. Chaque soir, vous me voyez en train de chercher sur Internet ce que je vais faire de nouveau. J'ai commencé en 2020, mais je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas la bonne technique. Je le faisais dans la terre. Dans sa cour ou sur la dalle de sa maison, Anzata cultive du concombre, du persil, du piment, du gombo,
de la laitue et plusieurs autres produits maraîchers pour sa propre consommation. Aujourd'hui, je suis autosuffisante en alimentation. J'achète que la viande, le poisson, l'oignon, mais le reste, c'est produit à la maison. Moi-même, quand j'ai mangé mes propres choux, je n'achète plus de choux. Parce que ce n'est pas la même odeur, ce n'est pas le même goût. De l'arbre, on va directement dans l'assiette. Vous voyez que ça fait plaisir. Pour bien conduire son activité, Anzata se fait régulièrement accompagner par un spécialiste et s'approvisionne auprès de cette entreprise de vente de matériel agricole et d'assistance technique. Dans cet accompagnement, on respecte la règle d'or de l'Orsol, qui est de proscrire l'utilisation du pesticide. C'est une nouvelle technique, les clients sont pas encore habitués. Avant même de distribuer ces semences-là, déjà nous avons des parcelles d'expérimentation sur lesquelles nous réalisons des productions-là. L'un de nos slogans ici, une production locale pour une consommation locale. Donc avec ce label que nous sommes en train de développer, c'est de permettre une production des tomates, des piments, etc. de qualité. Pratiquée à petite échelle par certains, la culture hors sol se fait aussi en grande quantité. Sayoub Sawadogo s'y est investi depuis 2 ans et supervise chaque jour ce site de 3000 m² à Cocody-en-Grès où il cultive diverses spéculations. On met les graines, chaque graine dans chaque alvéole, dans chaque trou. Maintenant, après les 2 semaines, les racines vont se développer. On fait maintenant le passage des alvéoles au godet. Et après l'étape maintenant du godet, les plantes passent maintenant en plantation. Une fois sous serre, protégées de la pluie et du soleil, les plantes reçoivent régulièrement et sur mesure les nutriments dont elles ont besoin pour leur croissance et sont maintenues droites grâce au tutorage. À l'aide d'un système d'irrigation, elles sont hydratées avec une quantité précise d'eau. Une technique qui offre un fort rendement par cycle de production malgré un coût d'investissement initial élevé. Sur un petit abri de 1000 m², vous pouvez investir jusqu'à 3-4 millions et même 5 millions. C'est sûr, on est en plein sol, avec 1000 m², même si c'est bien équipé, avec un investissement de 500 000 francs, ça vous suffit au fait. Ce système-là nous permet au fait de cultiver en plein temps. Bon, là aussi, pour les cultures de contre-saison, on arrive un peu à mieux s'en sortir à cause de nos systèmes d'irrigation déjà qui sont là. Sur ces petits espaces d'environ 1000 m² de tomates, nous pouvons aller jusqu'à 15 tonnes de tomates, de récolte de tomates, ce qui équivaut déjà à une plantation de 10 000 m² en plein sol. En Côte d'Ivoire, la filière hors sol est peu développée et se concentre dans la zone sud du pays. Pour la vulgariser, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, a élaboré un document de stratégie de développement du maraîchage hors sol. À cela s'ajoutent des formations. Ces dernières années, avec l'action assez vigoureuse de l'ANADER, on sent quand même que de plus en plus les jeunes s'intéressent à la culture. La filière ne peut aussi émerger que si on a une gouvernance de la filière assez forte. Nous comptons aussi faire assez de plaidoyer auprès des collectivités, des autorités, pour voir dans quelle mesure intégrer dans leur programme d'insertion des jeunes et des femmes la question du hors-sol. Réponse à la disparition de terres cultivables, la culture hors-sol est seulement adaptée à un certain type de culture. Au niveau des plantes, il y a plusieurs comportements de plantes. Il y a des plantes qui ont un système racinaire fasciculé, c'est-à-dire qui ne va pas trop en profondeur. Il y a d'autres qui ont un système racinaire pivotant. Donc du coup, si on doit faire le hors-sol, c'est éventuellement orienté vers les spéculations agricoles qui ont un système racinaire fasciculé. Voilà, pour ne pas que les racines s'enfoncent pour chercher l'eau. Hormis le coût d'investissement initial et la nécessité de formation et d'assistance, la culture en hors-sol s'avère bénéfique. Elle est également un moyen de préservation de l'environnement car elle implique l'utilisation de produits recyclés tels que les fibres de coco, les bouteilles plastiques ou la fiente de volaille. Dommage que le hors-sol ne permette de produire aisément cette denrée prisée par les Ivoiriens. La banane plantain, consommée sous plusieurs formes, ce féculent, se fait de plus en plus rare ces dernières semaines, entraînant une flambée des prix ou la réduction de la portion dans les assiettes pour le même prix. Qu'est-ce qui explique la rareté de la banane plantain et quelles en sont les implications, notamment sur nos marchés et dans nos assiettes? Les explications de Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Marché Gouraud, dans la commune d'Adjamé, 10h du matin. Cet espace, d'ordinaire réservé au déchargement de la banane plantain venue de l'intérieur du pays pour ravitailler les marchés d'Abidjan,
est littéralement envahi par d'autres types de produits vivriers. La raison, la pénurie de bananes observée depuis quelques semaines. Banane, il ne pleut pas. Au moment où il devait avoir plu, il n'y a pas eu plu. Donc il n'y a pas eu plu, donc ça a recalé tous les coins, les lieux où on trouve banane là. Ça a recalé tout. Ce qui vient actuellement là, tout est petit, question de pluie là. Donc ça a fait que la banane devient très petite. On vend par exemple 4 bananes à 500. Tu vas vendre à ton camarade 500 et puis il va le revendre combien sur le marché, dans les autres marchés. Nous-mêmes qui vendons la banane, on ne gagne même pas pour manger. C'est dur. Il n'y a pas de banane, le prix est cher. On paye banane à 25 000, 27 000. Il y a 28 000, il y a 30 000 même, le sac. Avant, si banane sort, on peut avoir banane, le sac à 6 000, 7 000, 8 000, 9 000. Les clients disent que c'est cher. Nous aussi, on dit qu'à jamais ici, c'est cher. C'est parce qu'on nous donne cher que nous aussi, on vient les donner cher là-bas aussi. Venue se ravitailler en bananes plantain pour son marché local, cette détaillante a fait l'amer constat des prix qui s'envolent. Je ne peux pas aller prendre cette banane là-bas, c'est cher, je ne sais pas comment je vais aller revendre là-bas. Si je prends, je dois aller placer à mes clients, ils vont me dire c'est cher. D'habitude, à ce moment, ça, on peut acheter ça à 100 francs comme c'est là. Mais aujourd'hui, on me parle de 200, 3 à 200, donc ça ne pourra pas m'arranger. La banane plantain est consommée sous plusieurs formes par les populations. Dans ce restaurant de la commune d'Adjamé, comme à l'Alocodrome de Cocody, les clients subissent le contre-coup de la rareté de la banane plantain sur le marché. J'ai constaté qu'il y a eu un changement. La banane de la main nous servait là, ce n'est plus ça. Le foufou a diminué. D'habitude, il mange 2. Maintenant, comme ça a diminué, il mange 3 boules. Là, comme ça, il sait qu'il serait rassasié. J'ai remarqué que la loco est petite. D'habitude, la loco est beaucoup, mais genre la ration a trop diminué. Il dit qu'il n'y a pas de banane sur le marché. Vu qu'on est, on est obligé d'acheter. Si le prix du plat de foutou banane et de foufou n'a pas augmenté, c'est la portion qui a été réduite par la restauratrice. Du côté de l'Alocodrome de Cocody, par contre, c'est le prix de la loco qui a augmenté. Les restauratrices disent ne pas avoir le choix. La banane est chère, mais on est obligé de payer. Les clients aiment le foutou, le foufou. Avant, on payait banane 1500, 2000, mais maintenant, on peut payer banane 5000, 4000 pour préparer. On est obligé de diminuer les pains, mais les clients prennent quand même parce qu'eux-mêmes savent que c'est cher. Il y a d'autres qui se plaignent, disent que c'est petit, mais on doit expliquer actuellement, la banane est très chère au marché. Il y a 4 bananes à 2000, 4 bananes à 1000 francs, il y a 300, donc eux, ils comprennent et puis ils prennent. Ça agit sur la recette, puisque tu es obligé d'augmenter l'argent du marché. Mais des fois, tu vends aussi, là, l'argent ne sort pas, des fois, ça sort. Nous-mêmes, on ne comprend pas. On dit la locodrome de Cocody, mais la locodrome de Cocody est devenu pouledrome. Tu vas aller payer 4 bananes, 3 bananes, parfois, bananes dans le loco, 4 à 500. 3. Petit comme ça, à 200. Quand tu finis de faire tout ça, là, toi, tu gagnes combien? Au lieu de faire la loco, tout le monde est dans le poulet maintenant. Est dans le poulet parce qu'on ne s'en sort pas. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. Cette pénurie de bananes et la flambée des prix qui en résultent viennent aggraver la situation des ménages déjà accablés par la cherté qui touchait jusque-là les produits agro-industriels. Vous savez à quoi vous attendre actuellement sur nos marchés concernant la banane plantain. Et dans nos marchés abidjanais, vous savez aussi à quoi vous attendre du point de vue de l'hygiène. La plupart de nos marchés manquent de propreté. À qui la faute? Aux commerçantes, aux autorités municipales. De part et d'autre, on pense que la faute revient à l'autre. Commerçants et clients n'ont pas toujours des attitudes éco-citoyennes. De toute évidence, ces ordures sont bien visibles et indisposent vendeurs et clients un véritable danger pour la santé des populations, comme nous le montrent Brice Niawa et Fulgence Kissiedo. Marché Gouraud, dans la commune d'Adjamé. Des résidus de produits vivriers, sachets plastiques et autres déchets jonchent les allées. Chacun passe et là, il dépose un objet, des déchets. Bon, le service aussi nettoyage qui est là, ils avaient déposé soit des boîtes à ordures, ça allait faciliter, mais ce n'est pas le cas. Si ce marché a une allure moderne par son architecture, la gestion des déchets reste encore un défi. Ça nous fatigue souvent quand on voit que ce n'est pas tout à fait ça, on est obligé de changer de coin. Voilà, pour prendre ce qui nous arrange. Comme les gens ils paient aussi l'eau, puis il y a en fait du changement de bananes, donc ça fait que les saletés qui restent là. Soit on emballait dans le matin, emballait, le soir emballait. Même constat au grand marché de la commune de Marcory. À la boucherie,
c'est la crasse sur les sols et les murs. Vous voyez comment les marchés c'est sale. Comme ça, là, ça ne nous arrange pas. C'est quand on vend ce marché, ça doit être propre par tous les coins. S'il pleut, ici même, vous ne pouvez même pas arrêter. Même. Il y a problème de l'eau, il y a problème de caniveau. Il n'y a pas d'assainissement. Le marché est très sale. Surtout la poissonnerie et la boucherie. C'est nous-mêmes, les contribuables, les commerçants que nous sommes, qui faisons des collectes pour le nettoyer de notre marché. Direction Yopougon, au marché Sikoji. Le décor n'est pas plus réluisant. Les clients doivent braver les odeurs nauséabondes pour accéder aux étals. Chaque soir on balaye, mais le matin on vient trouver que tout est rempli ici. On n'a pas le choix, on ne sait pas comment on va faire. Ça change nos clients même. Ça fait que ça ne marche pas, on ne paye pas. Dans ce marché comme dans bien d'autres à travers le district d'Abidjan, le secteur de la boucherie et des abattages d'animaux, notamment la volaille, semble fouler aux pieds les règles d'hygiène. Les services vétérinaires ont engagé une campagne de désinfection de ces terreaux fertiles pour les maladies. Dans le district d'Abidjan, nous allons désinfecter 91 marchés de volailles vivantes qui ont été identifiés, répertoriés par le ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'appui des collectivités bien entendu. Cette action des services vétérinaires va s'étendre sur tous les marchés de la capitale économique, où plus de 90 millions de poulets sont stockés et abattus dans les marchés. Eux font quand même l'effort d'exercer dans un environnement propre et séduisant. Il ne pouvait en être autrement, tant le concept semble moderne et attractif. Le business de la restauration rapide ou fast-food se développe chaque jour un peu plus. Les enseignes de fast-food à l'ivoirienne se multiplient et s'intègrent peu à peu dans les habitudes des Ivoiriens. S'ils ont toujours été habitués à y consommer des plats originaires d'autres continents, aujourd'hui, ils peuvent trouver dans ces espaces des plats locaux. Pour les acteurs, il s'agit surtout de valoriser la cuisine du pays grâce à un service hygiénique sophistiqué et surtout branché. Nadia Eja, Tanguy Conan et Fulgence Kissiedo pour le reportage. Il est un peu plus de 18h ce jour-là. Mais pour Akuba Angola et son équipe, la pression du travail ne fait que commencer. Dans quelques heures, elle ouvrira à la clientèle son nouveau fast-food à l'ivoirienne. En termes d'innovation, nous avons encore rajouté de nouvelles choses. Nous avons des bornes de commandes individuelles, c'est-à-dire que le client peut venir maintenant pour éviter de faire la queue, passer sa commande lui-même et tout à l'aide de la borne de commande et puis directement se faire servir. En plus de ça, on a encore plus de caisses. En cuisine, on a de nouvelles machines, on a des cuiseurs de riz industriels qui vont nous aider à pouvoir faire le riz encore plus vite. Jour de l'ouverture, c'est la course pour satisfaire la clientèle sous le regard vigilant de la gérante. On retrouve la cuisine africaine, mais de façon rapide. Le principe, c'est de se dire en général, il faut 2 heures. Si je veux manger de la bonne cuisine africaine, quand je vais aller dans un restaurant, je dois mettre 1h30, 2 heures, dans le cadre et tout. Alors que là, ils retrouvent leur plat. Deuxième enseigne de la chaîne, ouverte 9 mois seulement après le premier, ce fast-food allie plat du terroir et cadre agréable. Une idée mûrie depuis 7 ans par la responsable et son époux. Et c'est ici, sur ce premier site à Cocody-en-Gré, que tout a commencé pour cet entrepreneur pluridimensionnel. Contrairement à d'autres business qui prennent du temps pour décoller, ça a vraiment tout de suite décollé. Donc du coup, on a eu l'affluence, on a dû gérer tout ça et tout. Il faut dire que quand vous avez l'idée vous la trouvez géniale à votre niveau, mais vous ne savez pas comment les gens vont la percevoir, comment les gens vont l'accepter. Et honnêtement, on a vu que toutes les personnes autour, la clientèle, les Ivoiriens ont vraiment adopté l'idée. Donc du coup, il faut dire qu'on est vraiment fiers de pouvoir apporter un changement, de pouvoir apporter une révolution, apporter de l'innovation dans le secteur de la restauration ivoirienne. Comme à Cuba Angola, Ismaël Savané a ouvert depuis 2020 ce fast-food qui commercialise des mets typiquement ivoiriens, plus précisément des petits déjeuners. Nostalgique de notre passé, de notre enfance, de tout ce qui a bercé notre adolescence, pendant les congés, pendant les jours où on n'avait pas d'école. Ceux qui, à notre âge, affolés de ce genre de choses-là aujourd'hui, ont une situation plus ou moins dans la vie. Et ce n'est pas des gens qui ont le temps forcément de s'arrêter au bord des routes pour commander. Une innovation qui lui a valu de recevoir un prix en 2020, mais surtout qui a conquis la population. C'est tout le monde qui se sent concerné par cela. Je peux vous dire que dans notre clientèle, il y a aussi bien des gars de la route, comme on dit en griffe chez nous, mais il y a aussi des ministres qui commandent. Il y a des directeurs généraux qui commandent. À côté de ces fast-foods exclusivement ivoiriens, certains dans un autre registre ne manquent pas de faire un clin d'œil à la tradition culinaire du pays. On a essayé d'adapter un peu puisqu'on est en Côte d'Ivoire, donc faut ajouter quand même certaines spécialités locales. On a la bouillie de riz, on a la bouillie de mil. Une valorisation de la cuisine ivoirienne
qui séduit. C'est vraiment très très pratique et c'est une bonne idée, je pense. Voilà, on a rénové au fast-food français et américain. On mange dans un cadre propre, un cadre idéal, et puis on se sent chez nous, la nourriture. Les acteurs, eux, croient en l'avenir du secteur. Ça fait voir l'Afrique d'une autre manière. Voilà. On peut dire aussi que nous aussi, on est capable d'apporter du chic, même en restant dans la culture, en restant dans notre tradition. On vit demain qu'on nous voit aussi bien à Saint-Pédouard au Dîner, mais aussi à Lagos, aux États-Unis, à Milan, parce qu'on a envie que ce soit une marque qui s'exporte. Pour réaliser leurs rêves et s'exporter, ils restent ouverts pour des accompagnements en raison du lourd investissement. Si ces nouveaux business gagnent du terrain, les restaurants traditionnels restent tout de même visibles dans les rues du pays. Dans cette édition, nous prenons aussi la direction de Issia, dans le centre-ouest du pays, précisément à Labia Zubia, un village non loin de Daloa, qui enregistre l'irruption insolite d'un éléphant surnommé Le Gros. Sur place, le gros pachyderme trouble le sommeil des habitants ces derniers jours. L'animal a notamment tué sur son passage un paysan, détruit des champs et des vivres. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Aruna Zeba. Boguedia, sous-préfecture du département d'Issia sur la voie menant à Daloa, chef-lieu des régions. À 3 km de là, Labia Zubia, village de Nyanré Jimmy, père du Polier. 25 ans après sa mort, les airs de la danse traditionnelle Bété rythment le quotidien du village. Cette ambiance chaleureuse dissimule à peine un fait insolite, l'apparition d'un éléphant baptisé Le Gros, un animal qui trouble le sommeil des habitants. La fois dernière, quand c'est venu ici, c'est sorti même. Donc, quand j'ai vu net, il a failli m'évanouir, mais mon cœur même, ça s'est coupé un coup comme ça, parce qu'il n'est jamais vu, il voulait mourir sur place même. Si tu vois même, tu peux courir même. Vraiment, c'est costaud comme ça. Et puis c'est géant. Vraiment, si je n'ai même pas peur, je m'attire. J'ai trop peur. Cette peur contraste avec les images de villageois au dos de l'éléphant. Il n'est pas agressif, c'est la nourriture seulement, la plantation. Il va détruire. Quand il vient, les gens, on joue avec lui. Souvent, mais quand on dit Le Gros, il se lève et puis on danse, les enfants même sautent sur lui. Au nombre des inquiets, ce paysan. Il retrace le circuit des dégâts du pachyderme. Sur le tracé, la cuisine de ce proche visité nuitamment. C'est venu ici, ça fait 4 fois, 5 fois. Ça gâte les choses. Traumatisé depuis lors, la victime revient sur les faits. Là, il a détruit, là, il y avait là, un tas d'igname qu'il a tout bouffé. Et après quoi, lorsque nous avons appelé, on a crié au secours en fait, et tout de suite il est rentré en brousse. Et il est venu la seconde fois, passer par la porte. Il a arraché la porte. Franchement, on n'a pas la paix du cœur. Et jusque-là, il faut dire que mon épouse, même comme elle a déjà tellement peur, elle veut partir de chez nous. Avant son forfait, Le Gros se serait invité à la source du vin de palme. L'éléphant là, ça prend Blanco. Puis si ça vient là, bidon en bas. Bidon là, ça y est en bas. Si ça vient, ça a un bidon. Et puis il boit. Quand il boit maintenant, il casse le bidon. Le propriétaire des lieux est formel. Ce tact cache un mystère, une légende. Sur la question, il s'est déjà fait sa propre religion. C'est pas un animal. Ça, c'est un homme. Parmi les organisés, on met bidon en bas. Ça vient, ça enlève bidon. Le tuyau même, ça ne casse pas. Hein. Le tuyau, ils ont mis, ça ne casse pas. Il enlève, il boit. Ma femme partait dans le champ de riz. Gars, il est devant. Ma femme dit que, voilà ses pieds, voilà ses pieds. Il a soulevé la tête, le voilà devant là-bas, goum. Maintenant, il s'en va maintenant. Il a pris les mangues. Moi-même, il était là-bas. Il prend les mangues là, les mangues qui n'est pas pourries là. C'est ça, lui, il mange. Mangue qui est pourrie là, il prend avec son trompe, il jette. Devant toi-même là, tu dis à genoux comme ça là, à genoux, pardon, il faut partir, pardon, il faut nous laisser. Quand il fait ses cieux là comme ça, maintenant, il se retourne. Quoi qu'il en soit, sur toutes les lèvres des habitants apeurés, un vœu, la capture du pachyderme. Ça nous fatigue ici. Au chat, au village, ça gâte tout. Donc on est sûr, on n'a pas la paix du cœur. On demande beaucoup pardon à l'État. Il n'a qu'à venir aider. Il n'a qu'à venir prendre l'éléphant pour partir avec. Sa place est aux zoo. Nous souhaiterons que l'État puisse nous aider pour le capturer et l'amener là-bas.
En attendant, Laba Zubia, bien que dans la hantise, se réfugie dans le polié, danse qu'il a fait connaître dans le pays. Dans l'actualité culturelle, ces images de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui a pris fin hier à San Pedro, sur la scène Rocky Gold, Suspect 95, Yodé et Siro, Debordo Likonfa et Youssoufa ont fait vibrer le beau public de la ville balnéaire. Plusieurs autres activités ont meublé le FEMUA à San Pedro, notamment des communications sur l'employabilité des jeunes, les opportunités dans le secteur du cacao. D'autres images des autorités maliennes qui ont annoncé le retrait du Mali de l'organisation régionale G5 Sahel et de sa force militaire antiterroriste. Ce retrait est une protestation au refus des pays membres du G5 Sahel à accorder la présidence de l'organisation au Mali. L'annonce de ce retrait a été faite par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition hier à la télévision nationale. Après la démission de Jean Castex ce matin en France, le nom du nouveau Premier ministre français a été dévoilé en fin d'après-midi ce lundi. Il s'agit d'Elisabeth Borne, comme vous le voyez sur cette image, ex-ministre du Travail et deuxième femme à accéder à une telle fonction dans le gouvernement français. Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Elisabeth Borne a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Elle a indiqué vouloir agir plus vite et plus fort sur le climat et l'écologie. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.